du Cette séminaire. conférence va maintenant être enregistrée. Donc, Amida va vous D'accord. présenter la conférence, Oui. oui, la séance de séminaire du 11 décembre dans 15 jours. Oui. Donc, ce que je voudrais dire, c'est que cette séance qui est encore annoncée souvent dans le programme comme en construction, bah, elle est construite et elle portera sur le changement climatique vu de Chine, puisque c'était un peu vu d'ailleurs. Et il y aura 3 exposés. 2 exposés principaux de Jean-Paul Maréchal et Cédric Philibert sur la question de la transition énergétique en Chine à partir de l'annonce qu'a fait le gouvernement chinois récemment d'être neutre en carbone en 2060. Donc, ce sera un examen des conditions, voilà, de qu'est-ce qu'on peut dire de cette annonce et comment est-ce qu'on peut l'analyser, sa plausibilité, etc. Jean-Paul Maréchal, c'est à le point de vue, disons, de l'économie politique internationale. Et Cédric Philibert est un expert qui était d'abord à l'AIE, maintenant à l'IFRI, sur les énergies renouvelables et voilà, le bouquet énergétique de la Chine. Et nous avons comme un 3e exposé de plus, je pense un peu plus bref, pour en complément de cette séance, qui consiste un peu à s'interroger sur comment en Europe on peut entendre la stratégie chinoise et l'analyser. En particulier, comment elle interfère avec un certain nombre de débats sur la démocratie, est-elle utile ou pas à la transition énergétique. Donc, les titres précis, bon, là, je ne vous les donne pas, mais j'ai bien centré sur le contenu et je pense que ce sera une séance extrêmement riche. Merci. À toi, Gilles. Très bien, Ouais, bien, on va commencer la séance. Donc oui, donc le premier à intervenir sera Gilles Ramstein, qui est paléoclimatologue au LSCE, Laboratoire des sciences du climat et de l'environnement. Cette séance étant donc sur climat et migration. Et donc évidemment, Gilles Ramstein va donner davantage un éclairage sur le passé de cette question. Donc à toi, Gilles. ben, merci beaucoup. Je vous remercie, Aglaé, Hélène, Annie, de m'avoir invité. J'avais déjà fait une séance comme ça avec François Gémen il y a quelques années. Et c'est toujours un plaisir d'écouter François aussi. Donc, je resterai évidemment jusqu'à 17h et puis ça me fera plaisir de répondre aux questions. Donc, le premier slide, c'est le titre. En fait, évidemment, ce n'est pas un titre linéaire et continu. C'est-à-dire que je ne vais pas vraiment passer dans toutes les échelles de temps. Je vais vous montrer comment est-ce qu'on peut dire de la migration des lignées humaines sur des grandes échelles de temps en fonction du climat. C'est-à-dire, en gros, je vais essayer de vous montrer comment l'homme est passé de vraiment inféodé aux conditions que la nature lui procurait, donc le climat, l'environnement, à une situation où finalement, évidemment, il se met lui-même en quelque sorte en danger en provoquant par son développement des migrations. Donc la slide suivante vous montre un peu les parties par lesquelles on va passer. Donc on va s'intéresser d'abord à la migration de nos plus anciens ancêtres, en quelque sorte, c'est-à-dire les grands singes, et on va voir comment les grands singes, sur des millions d'années, ont migré de leur berceau euh, en Afrique tropicale jusqu'à l'Asie du Sud-Est. Puis on s'arrêtera sur des événements tectoniques importants, le retrait d'une mer, la Parathétis, l'érection du rift africain et les implications qu'ils ont eues sur les déplacements humains. Et enfin, je passerai au quaternaire plus rapidement. Je montrerai des résultats d'une autre équipe cette fois, de Timmerman, sur ce qu'on peut dire de la colonisation des Homo sapiens sapiens dans le dernier cycle glaciaire-interglaciaire. On ira même jusqu'à regarder ce que des événements abrupts peuvent produire. Et enfin, on arrivera sur l'Anthropocène, où je montrerai quelques résultats avant de passer la parole à François. Donc la diapo suivante, elle vous montre en fait les conditions, parce que c'est quelque chose qui est très peu connu, les conditions dans lesquelles on a évolué ces 40 derniers millions d'années. Pendant 40 millions d'années, on a fait un chemin qui est vraiment un chemin de refroidissement, c'est-à-dire que la teneur en CO2 atmosphérique dans l'atmosphère est passée de environ 1200 ppm jusqu'à l'orée du quaternaire où elle est autour de 300 ppm. Donc, diminution d'un facteur 4 en 40 millions d'années, diminution qui n'est pas complètement linéaire, comme vous le voyez là, mais qui, avec des très grosses tendances, vraiment, à la baisse du CO2 et aussi à un refroidissement.
Diapo suivante, c'est dans ce contexte-là que naissent, enfin, qu'on a les premiers fossiles de ce qu'on appelle les grands singes, dont nos lignées vont se séparer petit à petit. Donc ces grands singes, ils ont comme berceau, c'est la diapo suivante, ils ont comme berceau l'Afrique équatoriale. Et comme vous le savez, les modèles climatiques qu'on utilise, sont couplés à des modèles de végétation, mais ils n'ont pas, en général, de modèles d'agents qui correspondent aux grands singes. Donc ce qu'on fait, et c'est le gros avantage des grands singes, c'est que les grands singes sont très inféodés aux forêts, puisqu'ils y trouvent de la nourriture toute l'année. Et ces forêts tropicales, nous, on peut les modéliser à partir de modèles climatiques. Donc la saga des grands singes, qui se passe donc sur 3 continents, leur démarrage en haut à gauche, c'est effectivement en Afrique tropicale, ça c'est bien documenté par les données polliniques et par les fossiles. Et puis, pour un épisode dont je vais vous parler plus particulièrement, qui s'appelle le Mid-Miocene Climate Optimum, dans cette grande descente vers le froid, il y a une embellie, j'en parlerai juste après. Et puis, malheureusement, le froid reprend et continue. Et du coup, les grands singes sont obligés de quitter l'Europe où ils étaient arrivés au moment du Miocène moyen, parce que c'est trop froid, et ils sont obligés de passer en Asie centrale et puis d'arriver finalement en Asie du Sud-Est, où ils sont toujours, et où les premiers fossiles datent à peu près du Tortonien, entre 11 et 7 millions d'années. Voilà, alors maintenant je vous remontre la diapo de tout à l'heure, mais avec un petit zoom, pour insister sur le fait que dans cette grande descente vers le froid, qui est très lente, 40 millions d'années, il y a quand même, tout n'est pas un refroidissement, il y a des périodes, et la période la plus importante de réchauffement et de remontée du CO2, c'est ce qu'on appelle l'optimum climatique du mid-Miocène, qui donc a lieu, vous le voyez là, entre 17 et 15 millions d'années. Alors, on a fait des simulations de cette période, et l'idée était la suivante, et c'était de dire qu'en réalité, au mid-Miocène Climate Optimum, on sait par la palynologie que les grands singes vont quitter, enfin une partie d'entre eux évidemment, vont quitter l'Afrique et venir en Europe parce que, et ça on le sait par différentes données, mais en particulier palynologiques, la forêt tropicale s'est installée au sud de l'Europe pendant cet épisode chaud. Donc la diapo suivante vous montre 4 plots qui sont en fait les résultats d'une modélisation climatique qu'on a fait de cette période. Et donc là, ce que vous voyez, c'est sur la diapo en haut à droite, vous voyez la température pendant cet épisode du Miocène, donc qui est nettement plus chaude. Et ça, c'est effectivement favorable sur l'Europe à des migrations de forêt. Ce que vous voyez à droite, c'est le cycle saisonnier actuel et le cycle saisonnier qu'on a calculé pour cette période. Et vous voyez que, et ça aussi c'est très important pour les forêts tropicales, qu'en Europe, le cycle saisonnier est nettement amorti. Donc on a des étés moins chauds, des hivers plus doux. Ça c'est très important pour l'implantation. Mais surtout, ce que vous voyez en dessous, c'est le cycle hydrologique, le fait que les précipitations, l'évaporation augmentent. Et tout ça est très favorable à l'expansion de forêts tropicales en Europe. Et c'est la diapo suivante. La diapo suivante vous montre justement ça, c'est-à-dire l'extension de ces forêts tropicales. Une partie des grands singes vont donc traverser, et d'une certaine façon, mal leur en a pris, parce que très rapidement, à l'échelle géologique, les conditions de refroidissement vont reprendre, et petit à petit, les forêts tropicales vont régresser, et les grands singes vont avoir 2 possibilités, soit revenir en Afrique tropicale, soit continuer leur chemin vers l'Asie pour arriver jusqu'en Asie du Sud-Est. Et donc, ces simulations numériques montrent qu'effectivement, le changement climatique qui a eu lieu à ce moment-là a permis aux forêts tropicales de s'étendre et aux grands singes de passer. Et on trouve effectivement les premiers fossiles de grands singes autour de 17 millions d'années au sud de l'Allemagne. Alors, un autre point sur ces variables et à quel point finalement les contraintes géologiques impactent la dispersion des hommes, une autre chose qui se passe dans cette période de temps, ces 40 millions d'années, c'est la dispersion d'une mer épicontinentale. Alors, cette mer, c'est la mer Paravétis, elle est gigantesque. Aujourd'hui, la mer Noire, la Caspienne, d'une certaine façon la Méditerranée, si on regarde ça avec un grand angle, sont le résultat et le reliquat de cette mer qui couvrait toute l'Europe de l'Est et une grande partie de l'Asie du Sud, de l'Ouest. Et ce que vous voyez sur cette diapo, vous voyez cette régression de cette mer Paravétis. Alors ça, évidemment, ça a des conséquences climatiques très importantes que vous pouvez imaginer, ne serait-ce que saisonnièrement, quand un continent émerge à la place d'une mer, évidemment, les étés vont être plus chauds et les hivers vont être plus froids, puisque cette grande mer avait pour effet d'amortir les variations climatiques.
Donc, ce que vous voyez sur la diapo suivante, c'est en quoi cette rétraction a modifié considérablement l'aridification de l'Afrique du Nord. En fait, c'est une des conséquences de la rétraction de cette mer, ça a été de changer les cycles hydrologiques assez profondément, et les patterns hydrologiques aussi, et de faire émerger le Sahara. En fait, le Sahara jaune tel qu'on le connaît date de la fin du Miocène. Et ça, vous pouvez le simuler avec un CO2 qui baisse ou avec un CO2 constant. C'est vraiment un impact assez fort de la paléogéographie. La diapo suivante, elle vous montre une chose qui est finalement un résultat beaucoup moins intuitif, mais qui est que quand cette mer s'est retirée, eh bien, vous aviez en Asie, en Afrique, en Europe, un continuum continental. Et ce continuum continental, il subissait des variations d'insolation très importantes, saisonnières. Et en fait, on est passé d'un climat zonal, c'est-à-dire est-ouest, à un climat beaucoup plus nord-sud, lié au fait que pendant cette période, les moussons ont été beaucoup plus fortes. Et ce qu'on voit ici, c'est que quand on a une grande paraphétis, eh bien, la réponse climatique à la précession, qui est le paramètre orbital qui, aux basses latitudes, pilote les moussons, eh bien, il y a des moussons qui sont relativement peu importantes. Et quand, au contraire, on a une paraphétis beaucoup plus faible, on augmente très considérablement les moussons. Alors ça, c'est important parce que le deuxième acte, si vous voulez, de ce que je vais vous raconter, se passe en Afrique, en fait, de Toumaï à Lucie, c'est entre 7 et 3 millions d'années. Donc la saga des grands singes, elle a lieu sur des dizaines de millions d'années, de 23 à 7, comme je vous l'ai montré. L'épisode qui nous intéresse maintenant, entre Toumaï et Lucie, se situe essentiellement en Afrique, entre 7 et 2 millions d'années, et vise à comprendre en fait pourquoi on a tant de fossiles à l'est du rift et si peu à l'ouest. Et ça, je vais tenter de vous l'expliquer un peu. Donc la diapo suivante, elle vous montre un peu dans quelles conditions finalement on a trouvé nos ancêtres à l'ouest. Alors on en a trouvé essentiellement autour du lac Tchad, essentiellement pendant la période où le lac Tchad est en configuration méga-lac Tchad, où il fait 400 000 km², c'est-à-dire plus des 2 tiers de la France. Donc c'est un gigantesque lac. Et la présence de Toumaï comme celle d'Abel, il y a 3,6 millions d'années pour Abel au Pliocène et 7 millions d'années pour Toumaï à la fin du Tortonien, eh ben, elle se fait dans un contexte très particulier de très grand lac Tchad. Et très grand lac Tchad, ça veut dire que les fleuves qui alimentent ce lac étaient bien arrosés. Et donc on est dans des périodes de mousson extrêmement fortes où finalement nos ancêtres peuvent passer à l'ouest. Et donc ça, c'est vraiment, la diapo suivante vous montre que ça, c'est Abel et Toumaï, on les a trouvés à 7 et 3,6 millions d'années, mais entre ces deux périodes, 7 et 3,6 millions d'années, eh bien, il y a tous les 20 000 ans, parce que la précession est un paramètre qui a une période de 20 000 ans, tous les 20 000 ans, on a des oscillations avec des moussons très fortes et des moussons très faibles. Et en fait, le lac Tchad est un espèce d'immense révélateur de ça, du point de vue des données, c'est-à-dire qu'on peut suivre cette évolution des moussons par le fait qu'on voit des oscillations du méga lac Tchad. Et c'est ce que vous voyez sur cette diapo. Alors, la dernière diapo, elle consiste, c'est une étude qu'on a faite au LSE, à se demander combien de temps dure un méga lac Tchad. Parce qu'évidemment, si votre méga lac Tchad, c'est une espèce d'énorme inondation qui est en fait évanescente, c'est-à-dire qui dure des dizaines d'années, mais pas plus, et bien la possibilité de trouver des hominidés dans cette région va baisser parce qu'ils n'ont pas beaucoup de temps pour passer à l'ouest, si vous voulez. Alors que si ça dure longtemps, c'est beaucoup plus plausible d'en trouver. Et donc cette diapo vous montre en fait que une grande partie du temps du cycle d'obliquité, excusez-moi, de précession, qui dure 20 000 ans, donc à peu près 6 000 ans, on a un mégalac Tchad, et ça permet certainement en fait à nos ancêtres de s'installer là aux différentes périodes, pas forcément à toutes, mais aux différentes périodes du lac Tchad. Voilà, donc on va passer maintenant à une autre illustration qui est intéressante, je pense, en sciences humaines, parce que ça explique des choses aussi. C'est une simulation qu'on avait faite avec Pierre Sepulcre, c'est le fait de regarder ce que l'épine dorsale de l'Afrique, donc le rift africain, ce rift africain joue un rôle important. Je vous ai déjà dit qu'on trouvait entre 7 et 2 millions d'années essentiellement des fossiles à l'est du rift. Pourquoi ? Eh bien parce qu'à l'est du rift, jusqu'à entre 7 et 3 millions d'années, on a essentiellement des forêts, ça c'est très bien documenté par les paléontologues,
Et en fait, ce qu'on montre avec Pierre, par des expériences de sensibilité, donc là, vous voyez 3 patterns, parce qu'en fait, la paléoélévation des chaînes de montagne, c'est quelque chose d'extrêmement difficile. Donc, on a fait des simulations avec un rift, sans rift, et avec un demi-rift, pour regarder en quoi, finalement, cette élévation du rift africain va modifier les conditions en Afrique de l'Est par rapport à l'Afrique de l'Ouest. Ce que vous voyez à la diapo suivante, c'est les changements de précipitation. Au fur et à mesure de l'érection de ce rift, vous allez voir que l'Afrique de l'Est, qui était restée une zone entre 7 et 3 millions d'années, très arborée, avec beaucoup de forêts, et ça, ce n'est pas un résultat de modèle, c'est vraiment les données paléontologiques, et ben, va finalement perdre, les savanes vont augmenter. Et entre ces 2 périodes-là, l'élévation du rift va avoir pour conséquence, c'est la diapo suivante finalement, d'aridifier énormément cet Est africain. Et au moment de Lucie, c'est déjà le cas. On a déjà quelque chose qui est déjà beaucoup, beaucoup moins arboré. Alors, pourquoi c'est important? C'est important parce que ça va vous rappeler des souvenirs sur le Least Size Story, c'est-à-dire la théorie de Coppens, comme quoi l'élévation du rift avait obligé ses ancêtres à marcher, en fait. Pourquoi? Parce que la végétation était passée d'une végétation arborée à une végétation qui était plus mosaïque et où ils devaient se débrouiller. Alors, bon, évidemment, on peut imaginer que cette invention de la bipédie, qui d'après qui n'est pas en contradiction avec nos résultats de modèle, hein, a eu lieu plusieurs fois et à des endroits différents, puisque ça, c'est ce qui se passe entre 7 et 3 millions d'années, mais à 7 millions d'années, on imagine que Toumaï marchait déjà autour du mégalithe Tchad. Donc, confronté à des environnements, des changements environnementaux, il est possible, et même sans doute certains, sur des millions d'années, que la bipédie a été inventée plusieurs fois. Donc, on va quitter un peu ces domaines de vraiment du très lointain, des millions d'années, pour arriver à des choses qui sont plus proches. Et en particulier, je voudrais vous parler maintenant des phases du dernier million d'années et des cycles glaciaires interglaciaires. Donc, on va s'intéresser essentiellement au dernier cycle glaciaire interglaciaire. Alors, les derniers 800 000 ans, du point de vue de la paléoclimatologie, c'est une phase tout à fait extraordinaire. Pourquoi? Parce que grâce aux bulles piégées dans les glaces, on est capable de reconstituer non seulement la température, mais aussi le contenu atmosphérique. Et donc là, ce que je vais vous montrer, c'est avec ces 2 forçages-là, le forçage lié aux variations de CO2 qu'on a à partir des bulles, et le forçage des paramètres orbitaux, la précession des équinoxes, l'obliquité terrestre et l'excentricité, on peut calculer l'énergie au sommet de la Terre et on peut calculer, connaissant la teneur en CO2, les températures et l'évolution des calottes de glace. Et donc ça, c'est juste une illustration pour vous montrer quel est le tempo de ces cycles glaciaires interglaciaires. Donc vous allez voir un petit dessin animé. Donc ce dessin animé, c'est comme si vous étiez en position nord et que vous regardez la Terre par-dessus sur le pôle nord. Et donc là, on est au début de la dernière du dernier cycle glaciaire interglaciaire. Dans ce film, il y a 126 000 ans. Et quand le film démarre, eh bien, vous trouvez, comme dans chaque interglaciaire, le Groenland qui est toujours là. Et vous êtes à peu près comme dans la situation actuelle. Et puis le temps décroît pour arriver jusqu'à nous. Donc vous voyez cette décroissance temporelle. Et au fur et à mesure, vous allez voir nucléé à gauche de la calotte du Groenland comme un point rouge qui va devenir de plus en plus important. C'est la calotte Laurentide. Cette calotte Laurentide, elle est équivalente à 90 mètres de niveau marin. C'est vraiment un monstre, hein, parce que le Groenland, par exemple, c'est 7 mètres de niveau marin et l'Antarctique tout entier, c'est à peu près 50 mètres. Donc, il faut imaginer vraiment une énorme calotte qui va recouvrir, comme vous le voyez, toute l'Amérique du Nord, hein, et tout le Canada, qui va enfoncer le socle rocheux de 1 km et qui fera environ en altitude une altitude d'à peu près 3000 km. Et vous voyez que plus tard, ce nuclée à droite du Groenland, une calotte plus petite, mais quand même 30 mètres de niveau marin, hein, c'est-à-dire 4 fois le Groenland aujourd'hui, qui est la calotte phénoscandienne. Donc je vous laisse regarder jusqu'à la fin du film. Vous voyez que ce que je veux montrer par ce film, c'est que ces cycles-là sont très dissymétriques. On met énormément de temps à arriver au maximum. Donc pour ce cycle glaciaire-là, c'est le dernier maximum glaciaire, c'est il y a 20 000 ans. Vous voyez que c'est suivi par une déglaciation très rapide et une remise à l'équilibre, et on repart en interglaciaire. Alors, ce dernier cycle glaciaire interglaciaire, il est très bien connu, hein, c'est sans doute, comme évidemment, plus on remonte dans le temps, mieux c'est connu. Et donc, on a beaucoup de données, et ces données ont permis à des modèles simples de regarder la dispersion des Homo sapiens sapiens qui a lieu pendant ce dernier cycle glaciaire interglaciaire.
Donc la slide suivante vous montre un schéma où finalement vous voyez ce qu'ont fait l'équipe de Timmerman. Elle a utilisé un modèle de complexité intermédiaire qui s'appelle LoveClim, et à partir de ça et d'un couplage avec un modèle de dispersion, c'est la diapo suivante, ils ont essayé différents scénarios de plausibilité, et comme ça ils peuvent, par le calcul avec ce modèle couplé, montrer différents scénarios, différents moments c'est extrêmement caricatural, hein, mais différents moments de sortie d'Afrique des Homo sapiens sapiens et leur arrivée dans les différents continents, et ils peuvent forcer leur modèle uniquement avec des paramètres climatiques, donc les paramètres climatiques habituels, les températures, les précipitations, mais aussi avec la remontée du niveau marin qui se fait à cette époque-là entre le paroxysme glaciaire il y a 21 000 ans, un niveau marin qui est 120 mètres de plus bas, et puis aujourd'hui. Et ça donne des résultats que vous voyez sur cette diapo là, hein, de ce scénario. Alors il y a beaucoup de discussions hein, là-dessus, hein. Mais enfin, on peut arriver, en tuant les paramètres, à avoir quelque chose d'à peu près plausible comme temps d'arrivée de ces Homo sapiens sapiens dans les différents endroits et leur rapide finalement colonisation de la planète. Alors, après ces simulations qui sont dues à Timmerman, je voudrais passer à… Je ne me rappelle plus quel est… Ah oui, je voudrais vous montrer un exemple avant de passer à l'Anthropocène. Je vous ai montré que les événements géologiques, à des échelles de millions d'années, avaient une empreinte sur la migration de nos ancêtres. Je vous ai montré qu'on pouvait même, pour le dernier cycle glaciaire-interglaciaire, regarder l'empreinte climatique sur la dispersion des Homo sapiens, qui est très rapide, hein, entre, disons, 90 000 et 50 000 ans, 40 000 ans, un peu plus tard en Amérique du Nord. Maintenant, je vais vous montrer, ça c'est un vieil exemple, mais je pense que c'est quand même parlant, de ce que peut donner des événements abrupts. Pourquoi? Parce que l'interglaciaire, comme vous l'imaginez, c'est ce qu'on vit maintenant, c'est une période chaude mais stable. Le glaciaire, c'est une période évidemment froide mais très instable. Et ce que vous voyez là, c'est l'instabilité pendant le NIS 3 des températures. Donc vous voyez une courbe qui est finalement très chahutée, avec des événements glaciaires qu'on appelle les Heinrich Events, où finalement la calotte laurentide, qui n'était pas stable, déverse des icebergs dans tout l'Atlantique Nord. Les icebergs vont fondre au large de l'Espagne, et c'est comme ça, en récupérant des cailloux au large de l'Espagne, qu'on sait qu'il y a eu ces surges d'icebergs en particulier. Et donc, cette variation va induire des événements qui sont cette fois-ci abrupts sur des milliers d'années. Donc, on s'intéressait avec Pierre Septule et d'autres à cette question qui préoccupait les gens qui s'intéressaient aux Néandertal et à leur distribution. La diapo suivante, c'est de savoir pourquoi, finalement, les campements néandertaliens d'Espagne avaient duré beaucoup plus longtemps qu'ailleurs et qui s'étaient éteints, et que les Néandertals s'étaient sans doute dispersés et mélangés avec les Homo sapiens beaucoup plus longtemps, plus tard que en France, au sud-ouest de la France, par exemple. Donc, on a fait des simulations numériques pour cette période-là, qui est une période où il y a encore une calotte de glace. On connaît le CO2, et puis on regarde ce qui se passe avant et pendant la perturbation à cause de ce surge d'iceberg. Et donc, ce que vous voyez à droite, vous voyez la différence de température et la différence de précipitation. Donc, au début, on a été un peu surpris parce qu'on s'attendait quand même à ce que sur l'Espagne, pendant un Heinrich Events, on ait un refroidissement important. Et le refroidissement, il est là, mais vous voyez sur ce diagramme qu'il est beaucoup plus faible qu'en Atlantique Nord. Le vrai changement, c'est le changement du cycle hydrologique. Ce qu'on voit là, c'est la diapo d'en dessous, excusez-moi, c'est toujours la même, mais la figure d'en dessous, c'est les variations du cycle hydrologique. Et là, on voit en effet qu'on a une aridification massive de l'Espagne. Et quand on coupe ces résultats de climat, c'est la diapo suivante, en termes de végétation, vous voyez que pendant cette période-là, et essentiellement à cause de la réduction de l'aridification, on a encore une fois une perte de végétation arborée au bénéfice de steppes. Et ça, ce n'était pas tellement intéressant pour les Homo sapiens qui avaient déjà passé les Pyrénées, de s'aventurer pendant cette période-là jusqu'au sud de l'Espagne. Et ça explique peut-être pourquoi les campements espagnols du sud ont été préservés plus longtemps. La diapo suivante vous montre que ces résultats sont en relativement bon accord avec ce qu'on sait de la colonisation par les sapiens des derniers territoires néandertaliens. Voilà, maintenant, on va quitter le passé et on va rentrer
dans l'Anthropocène proprement dit. Donc ça, c'est plutôt le domaine de François. Je vais quand même vous montrer quelques résultats qui peuvent être intéressants. Donc cette diapo de texte, c'est essentiellement pour vous dire que voilà, l'homme, pour différentes raisons, hein, et ce n'est pas les mêmes tout le temps, les ancêtres de l'homme. Par exemple, les grands singes, je vous ai montré qu'ils étaient essentiellement tributaires des forêts pour se nourrir, donc ce qui nous aide à les simuler. Je vous ai montré que dans la période de 7 à 3 millions d'années, pendant la ridification de l'Afrique, un des points vraiment fondamentaux, c'était l'eau, et donc pas d'eau, pas d'homme, et que par contre, quand ces zones étaient très humides, dans des zones de fortes moussons, dont l'empreinte se voit dans le lac Tchad, on avait sans doute des migrations vers l'ouest. Je vous ai montré aussi qu'on peut dire des choses sur la colonisation à partir des cycles glaciaires interglaciaires, et même on peut dire des choses sur les retards pris par la colonisation quand on a un événement abrupt qui est plutôt néfaste à la colonisation. Donc la grosse différence avec maintenant, c'est que maintenant c'est nous. Il n'y a pas de tectonique. Il y a toujours les paramètres orbitaux, il y a toujours la tectonique, mais on passe à des échelles beaucoup plus fines, beaucoup plus rapides. Et c'est ça qui va être important. Donc là, la diapo suivante, c'est juste un reminder, ça vous dit voilà où on en est. On en est là aujourd'hui, c'est comme ça qu'on a modifié pour l'instant la température, le CH4, le niveau marin, depuis ce qu'on peut appeler l'Anthropocène. On peut discuter du terme, on peut discuter de l'origine du terme, mais en gros, les grosses variations se font après les révolutions industrielles. C'est ce que vous voyez ici en termes de CO2 et de température. Voilà. Ensuite, les modèles qu'on a utilisés, que je vous ai montrés pour le passé, on les utilise en plus sophistiqués parce qu'ils ont beaucoup plus de résolution, des phénomènes qui sont purement anthropiques, et c'est sur les plans physiques les mêmes modèles. Donc ces modèles-là, on les utilise pour faire des projections de ce qui va se passer au siècle prochain avec différents scénarios. Donc la diapo suivante, elle vous montre les résultats de ces modèles. C'est la figure 6 du rapport du GIEC, c'est une figure très connue, qui vous montre l'évolution des températures sur le siècle et l'évolution des températures sur le niveau marin. Donc ça, c'est vraiment une figure connue. Et vous voyez en fait que sur la remontée du niveau marin, le SLR, les modèles vous donnent pour un même scénario, le pire, mais le plus réaliste, le RCP 8.5, des variations qui vont quand même d'un facteur 2 de 40 cm à 1 mètre. Et il y a encore aujourd'hui même des grosses discussions sur cette barre maximum de 1 mètre. La diapo suivante, elle vous montre quelque chose que je redis parce que c'est important de l'avoir à l'esprit, c'est que, évidemment, dans ce cadre de scénario, là, ce que vous voyez, c'est des boules qui vous montrent en fait en haut les températures du début, de la fin du siècle par rapport au début, avec à gauche le scénario qu'on appelle RCP 2.6, qui est un scénario un peu idyllique où on arrive finalement à faire qu'en 2050, on soit neutre du point de vue du carbone, et puis ensuite on redescend. Et la simulation RCP 8.5, c'est la simulation business as usual sur laquelle malheureusement on est. Et vous voyez que du point de vue des températures, des changements de température, bon ben évidemment l'augmentation des températures est plus forte aux hautes latitudes qu'aux basses latitudes. Elle est un peu plus forte sur les continents que sur les océans. Mais voilà, il y a un réchauffement partout, il est graduel en fonction de ce que je viens de vous dire. Par contre, les précipitations, c'est vraiment beaucoup plus compliqué, hein. D'abord, tous les modèles ne montrent pas la même chose, et il y a des endroits où globalement il va faire beaucoup plus sec, comme la Méditerranée, et des endroits où les modèles s'accordent pour dire qu'il va faire beaucoup plus humide, c'est en particulier tout le nord de l'Europe. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose qui est connu, qui est bien balisé. Là, je vous montre le dernier rapport. Il y en aura un en 2022 qui remettra un peu les pendules à l'heure, mais qui ne remettra pas en cause le schéma fondamental. Donc la diapo suivante, elle est là surtout pour vous dire que bon, tout ça c'est bien, mais on sait, on a des bonnes raisons de savoir qu'en réalité, les choses ne se passent pas tout à fait de façon linéaire. En particulier, là, ce que vous voyez, c'est l'instabilité qu'on a dans la remontée du niveau marin au cours de la dernière déglaciation. L'avantage de la paléo, c'est de pouvoir prendre du champ. Là, on prend relativement peu de champ. On regarde comment les calottes de glace, les dernières, celles que je vous ai montrées dans le film, se sont finalement déglacées en moins de 10 000 ans, alors qu'elles ont mis à peu près 100 000 ans à se construire. Et cette déglaciation-là, qui se produit entre 21 000 et 11 000 ans, c'est une déglaciation qui n'est pas linéaire. Vous voyez qu'il y a des phases où il y a une augmentation très importante du niveau marin et des phases où c'est plus moyen. Et donc, cette remontée du niveau marin est non linéaire. Et pourquoi? Parce que les calottes de glace, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ne se désintègrent pas de façon linéaire, mais souvent par burst, c'est-à-dire par à-coup. Alors, est-ce qu'on a des preuves de ça dans la climatologie d'aujourd'hui? Alors, ça,
c'est vraiment un peu caricatural, mais c'est pour vous montrer qu'on peut en avoir, c'est que là, ce que vous voyez, c'est, sans doute vous avez entendu parler de ça, c'est la désintégration d'une plateforme de glace qui s'appelle la Larsen. Donc, il y a eu la Larsen A, la Larsen B, la Larsen C. C'est des plateformes de glace qui se cassent en morceaux. Par exemple, la Larsen C, récemment, là, en 2017, le morceau correspondait en superficie, en gros, à l'Ardèche, au département de l'Ardèche. Donc, c'est des gros morceaux qui tout à coup se cassent. Alors, vous allez me dire, oui, quel rapport avec le niveau marin, puisqu'elles sont déjà dessus? Bah, le rapport, c'est que, en fait, elles servent, ces plateformes de glace, d'arc-boutant à la calotte, et quand elles se désintègrent, eh bien, il y a un vélage d'iceberg de la calotte posée plus important. Tout ça fait qu'on a intérêt quand même à regarder des scénarios qui sont des scénarios non linéaires. Donc, on a fait ça, et la diapo suivante, qui est une diapo de méthode, qui a été publiée dans PNAS il y a 2 ans déjà, 3 ans, c'est un scénario de méthode où je vous explique en gros voilà ce qu'on a fait. On est parti des simulations numériques, du RCP 8.5, donc des pires, et on a ajouté une fonte du calotte de la Groenland qui correspond à peu près à 0,5 mètres de la calotte, 1 mètre de la calotte, 1,50 m de la calotte et 3 mètres entre 2020 et 2050. Et pourquoi on a fait ça? On a fait ça encore une fois parce que le paléo nous permet de savoir que quand on a des événements de surge, comme ceux que je vous ai montrés tout à l'heure, eh bien systématiquement, et ça on le sait grâce aux données polyniques, les moussons sont à la fois déviés vers le sud et très amortis. Donc on sait que ça existe en période glaciaire, et on a voulu savoir si c'était la même chose en période interglaciaire où la cryosphère est extrêmement réduite. Donc on a mis de l'eau douce qui correspond à la fonte du Groenland, au sud du Groenland. Et alors, l'effet de ça, c'est la diapo suivante qui vous montre les mécanismes. Ben, on retrouve en fait les mécanismes qui sont à l'origine de l'instabilité glaciaire. Si la calotte du Groenland fond plus rapidement, comme on a vu là, même avec simplement 1 mètre, c'est-à-dire 1/7 de perte du volume de la calotte, ce que vous voyez là, c'est qu'en fait, le fait de faire arriver de l'eau douce dans des zones de plongée d'eau profonde, ça va casser ça va casser le moteur, et du coup, ça va avoir pour effet, donc c'est les 4 plots que je vous montre là, ça va avoir pour effet de, ah ouais, je me rends compte que j'ai oublié une chose, mais c'est pas grave. Ça va avoir pour effet finalement sur le plan de la dynamique océanique, de casser la dynamique océanique, c'est-à-dire que tout le transfert énergétique d'océan par l'Atlantique Nord va être très très réduit. Et du point de vue des moussons, ça va avoir pour effet de changer le pattern des températures. Ce que vous voyez là, des températures sur cette carte, des températures de juin, juillet, août, et en fait de modifier grandement les moussons. Ça se voit beaucoup mieux dans la diapo suivante. La diapo suivante, elle vous montre les changements de précipitation sur une zone du Sahel qui est déjà vulnérable. Alors ça, c'est très important parce que là, vous avez la simulation avec 1,50 m d'eau douce. Et ce que vous voyez, en fait, c'est que les déplacements des cellules vont avoir pour effet, les déplacements de l'ITCZ, c'est-à-dire de la zone de convergence intertropicale, vont avoir pour effet de modifier les précipitations à tel point qu'en fait, les précipitations diminuent tellement dans ces zones du Sahel qu'en réalité, on passe en dessous de seuils qui sont nécessaires pour la culture du sorgho et du millet. Voilà, j'ai presque terminé. La dernière diapo un peu difficile, et après ce sera beaucoup plus facile. C'est une diapo un peu compliquée. En haut, vous avez, alors tout à l'heure, je vous ai dit que dans les rapports du GIEC, il y avait vraiment convergence des modèles sur les cycles hydrologiques, sur des zones particulières. Par exemple, la Méditerranée, tous les modèles s'accordent à dire qu'elle va s'aridifier considérablement. L'Europe du Nord, la plupart des modèles sont d'accord pour dire qu'il va y pleuvoir au contraire plus. Par contre, si vous regardez dans le rapport du GIEC, si vous avez la curiosité d'aller dans le rapport du GIEC, pour regarder les moussons, en particulier la mousson africaine, alors là, il n'y a pas du tout il n'y a pas du tout de convergence des modèles. C'est ce que vous voyez en haut à droite. La partie rouge, c'est la RCP 8.5. Et là, vous voyez que, suivant les modèles, on trouve de tout. Un renforcement des moussons, une diminution des moussons, ou alors des moussons qui restent sur place ou des moussons qui migrent vers le sud. Donc, on a tout type de réponse. Par contre, dans la simulation que nous, on fait, qui est différente, hein, nous, on ne fait pas des simulations seulement du RCP, on fait une simulation où on met beaucoup d'icebergs dans l'Atlantique Nord, et donc ça casse mécaniquement le transfert d'énergie, et donc là, on a une réponse qui est assez robuste. Et ce que vous voyez sur le diagramme de droite, c'est d'une part, le petit a, la perte de territoires agricoles qui sont aujourd'hui fondamentaux
pour la nourriture de millions de gens. Et donc, ces gens vont devoir partir. Et ce que vous voyez dans la courbe B, c'est la migration en prenant comme distribution des populations une distribution fixe qui est celle de 2011. Et la courbe C, où les migrations sont encore plus importantes, c'est les cas où on prend en compte cette fois-ci la démographie telle qu'elle est utilisée dans les SSP du GIEC, enfin des rapports du GIEC. Et là, vous voyez, parce qu'évidemment, ces zones-là, le Nigeria en particulier, c'est des zones à très forte démographie. Hein, donc, la démographie de 2011 n'est pas sans doute appropriée pour ce qui se passerait dans des dizaines d'années si le Groenland était amené à fondre plus rapidement. Voilà, donc on a un peu, je vous ai un peu montré tout ce que je voulais. Je vais terminer par 4 petites diapos faciles. Donc ça, c'est juste l'illustration de ce qui se passerait si on oublie ce que je vous ai dit, juste le fait que si d'ici la fin du siècle, la remontée de niveau marin atteint entre 0,5 mètres et 2 mètres, juste sur le bord. C'est-à-dire, et ça vous donne pour les différentes zones les migrations qui vont être associées à cette remontée du niveau marin, soit de 0,5 mètres, soit de 2 mètres. Ça, c'est simplement en remplissant la baignoire. Donc, vous remplissez la baignoire et vous regardez ce que ça fait. Ce que je vous ai montré là sur les moussons, c'est différent. C'est-à-dire que non seulement si le Groenland fond plus vite, bien évidemment, le niveau de la baignoire va monter plus vite, mais il va aussi, si c'est trop rapide, dérégler des zones de moussons. Et donc, en plus des migrations côtières, on pourrait avoir des migrations continentales. Bon, la diapo suivante, elle est, voilà, c'est une diapo qui consiste à dire que du coup, on imagine toujours les Maldives et la remontée du niveau marin et la perte de territoire, mais il peut y avoir aussi des pertes de territoire agricole liées au changement des moussons si la cryosphère venait à être instable. Alors, les deux dernières slides, c'est pour faire le passage de bâton à François, c'est pour dire, bon voilà, si on se met avec vraiment du champ maintenant, dans le futur ou à l'échelle géologique, on pourrait se dire, bon, finalement, l'humanité va avoir brûlé tout son combustible fossile. Imaginons le pire. On peut brûler tout notre combustible fossile et du coup, on aura perdu, effectivement, on aura perturbé le climat. Bon, très bien. Est-ce que cette perturbation, elle est finalement fondamentale, puisque on va s'en remettre, la Terre s'en est déjà remise. Ben oui, elle est fondamentale pour deux raisons extrêmement importantes. La première qui est en dessous, c'est que on fait cette manipulation qu'on appelle la manipulation de l'anthropocène, de brûler du carbone fossile, dans un monde très particulier. Hein. Dans un monde où il y a 2 calottes de glace, il faut savoir qu'à l'échelle géologique, des calottes de glace, il y en a la plupart du temps, 80%, il n'y en a pas. Et en plus, 2 calottes de glace, c'est encore plus rare. Donc, on fait cette expérience dans un monde où on est capable de fondre partiellement, au moins, des calottes de glace avec, c'est la diapo suivante et terminale, dans un monde finalement où les hommes ne sont plus une population de chasseurs-cueilleurs. Dans tout ce que je vous ai montré de paléo, le problème de la démographie ne se posait pas. Mais là, il se pose. Vous voyez la population aujourd'hui et la population en 2050, sachant qu'une très grande partie de cette population vit près des côtes et sachant également qu'une grosse partie de cette population est dépendante du régime de mousson. Et donc, on va effectivement vers des migrations qui sont à la fois beaucoup plus rapides, beaucoup plus intenses et qui dépendent du climat de façon plus incertaine. Et donc, il faut explorer non seulement les scénarios du GIEC, évidemment, mais aussi des scénarios d'instabilité de calotte ou d'instabilité de CO2. Voilà, je m'arrête là parce que le reste de l'exposé, c'est François qui va le faire sur les migrations actuelles et futures, et il est bien plus à même de le faire que moi. Merci beaucoup de votre attention. Merci beaucoup, Gilles. Eh bien, on va peut-être commencer par répondre à des questions. Aglaé, comment on gère ces questions? Est-ce qu'on regarde par écrit? Si les gens peuvent poser des questions à l'oral, je pense que ce sera plus sympathique. Ok. Je vois que Mounia a des questions dans le chat, donc tu peux y aller, Mounia. Okay, merci beaucoup. Merci Ami, Hélène, Aglaé pour ces super, on a fait des super exposés. Merci beaucoup Gilles. Merci pour cet excellent exposé, passionnant. Je me permettais de rebondir notamment sur ce que tu as dit à propos de la non-linéarité de la fonte des calottes glaciaires et du coup des risques aussi en termes d'incertitude. Tu nous as expliqué que
Donc la Méditerranée va s'aridifier alors que l'Europe, par exemple, va devenir plus humide en ce qui concerne des zones auxquelles on est en général familière ici, on est en France. Je vais te demander ce que tu penses du coup du statut de réfugié climatique, en termes de réponse, tu vois, d'ordre sociétal ou politique à apporter ou d'adaptation à apporter à cette situation. Est-ce que tu penses qu'on va vers des situations où il faudra effectivement définir un statut de réfugié climatique? Et est-ce que tu penses aussi qu'il va falloir limiter la démographie? Tu as souligné que la pression démographique était forte. Je crois que c'est de l'ordre du million de personnes. Est-ce que tu penses qu'il faudra agir sur ces éléments-là? Merci beaucoup. Oui, alors je vais répondre là où je suis compétent. Donc peut-être ma réponse sera pas complète et François pourra en faire une. Donc, je vais vous montrer 2 diapos que j'ai passés dans ma fougue là, que je vais remettre. Et ça répond, tu vas comprendre pourquoi ça répond un peu à ta question. J'ai parlé d'une non-linéarité du système, et moi je me suis intéressé à la non-linéarité qui a à voir avec les calottes de glace et l'océan. Donc je voudrais bien revenir là-dessus parce que c'est une vision extrêmement partielle des non-linéarités. Donc là, sur cette diapo, ce que je vous montre, c'est une liste qui n'est pas exhaustive de non-linéarités. C'est bon? Cycle de carbone. C'est la liste. Ouais. C'est bon? Pardon, ouais, c'est bon. Ok, donc là vous avez une liste qui correspond à, encore une fois, non exhaustive de ce qui peut se passer comme non-linéarité. Alors, il y a différents types de non-linéarité. Il y a ce qu'on appelle les tipping points, c'est-à-dire que vous arrivez à un moment où vous allez changer radicalement d'état climatique, ce qu'on appelle un tipping point. Alors, ça, c'est le cas, par exemple, si vous fondez des calottes de glace dans des zones où on forme des eaux profondes, vous allez plus permettre cette formation d'eau profonde parce que les eaux profondes se forment dans des petites zones de l'océan où on a des eaux à la fois très salées et très froides, en bordure de banquise, et c'est un peu le talon d'Achille de la circulation océanique. Donc ça, c'est un premier type de non-linéarité qui est en lien avec la cryosphère. Quand vous n'avez pas de cryosphère et que vous réchauffez de façon très importante le climat, comme on fait, si on n'avait pas de cryosphère, on n'aurait pas ce risque de dilution, de fonte des calottes de glace et de dilution. Mais il y a plein de feedbacks positifs qui sont liés au cycle du carbone. Donc, par exemple, le cycle du carbone, aujourd'hui, quand vous émettez 2 molécules, il y en a une qui se stocke en effet dans l'atmosphère et l'autre qui est prise en charge par la biosphère ou par les océans, par dilution, ou par la biosphère à la fois marine et continentale. Donc, il y a beaucoup de raisons. Alors, un bon exemple de ça, c'est la fonte du pergélisol. La fonte du pergélisol, c'est le fait qu'on réchauffe beaucoup le sol dans les régions comme au Canada ou en Sibérie, et que ce sol qui contient beaucoup de carbone fond. Vous avez dû voir des images où on voit des maisons de guingois, parce qu'un sol qui était donc gelé très ferme va devenir poreux et va larguer à la fois son humidité, mais aussi du CO2 et du méthane. Et donc ça, c'est des dommages qui sont commencés, initiés par le changement climatique, et qui sont largement amplifiés. Et une autre bombe de ce point de vue-là, sur des échelles de temps plus longues, c'est l'éclatrate. Alors, je reviens à ta question. Pour des événements de ce type dont je parle, qui sont des exploratoires, évidemment, ça va amplifier le phénomène migratoire. Je pense qu'il faut absolument faire des scénarios, essayer d'avoir des scénarios qui sont parfois exotiques, mais pour regarder ce qui risque de se passer et voir comment on peut y répondre. Alors, je pense que sur le statut de réfugié climatique, alors là, franchement, je pense que je peux dire des choses comme citoyen, mais j'ai aucune expertise là-dedans, et je pense que François y répondra beaucoup mieux que moi. Sur la démographie, c'est pareil, si tu veux. Sur la démographie, si tu regardes la démographie humaine, tu vas voir à quelle vitesse on passe d'un milliard à l'autre. Donc ça, c'est vraiment extrêmement stupéfiant. Le fait d'être 10 milliards d'hommes à la fin du siècle, ou 9 milliards en 2050, ça, évidemment, ça a un impact, une empreinte. La question, c'est assez dangereux, si tu veux, aussi sur la démographie. Je ne sais pas si, en fait, Aglaé et Hélène n'ont pas dans l'intention de faire un jour un séminaire sur ces questions-là, parce que les réponses à ces questions peuvent être extrêmement différentes. Moi, je pense que si tu regardes simplement la consommation énergétique d'un Érythréen aujourd'hui, ou de gens qui sont extrêmement pauvres, ce n'est pas le problème. Hein. Le problème, c'est les pays riches. C'est les pays, et ces pays-là, si tu regardes, ont une démographie qui baisse.
Et donc, la question pour moi, c'est de se préparer dans des dizaines d'années qui viennent, en 2050, à pouvoir faire vivre ces gens dignement. Je n'ai pas l'intention d'en éliminer aucun. J'ai par contre que des femmes en Afrique aient accès à des moyens contraceptifs. Moi, j'ai rien contre. Je trouve ça très bien que les femmes puissent décider de leur vie. Ça, c'est pas un problème. Par contre, une politique eugéniste comme réponse aux problèmes climatiques, alors ça, ce serait une énorme erreur. Parce que d'abord, qui et pourquoi et lesquels? Enfin, vous voyez, tous ces problèmes-là déplaceraient complètement le problème. Le vrai problème, c'est le fait que, en brûlant, comme on le fait, pour des raisons de riches, hein, parce que c'est les riches qui contribuent énormément, c'est ça la vraie question, c'est comment on va atténuer cette augmentation du CO2 dans l'atmosphère, et donc comment on va changer de trajectoire énergétique. C'est ça la vraie question. Et j'ai peur que, en répondant comme ça à une question, si tu veux, c'est mon opinion de citoyen. Je ne suis pas expert là-dedans, quoi. Je suis désolé, je peux te parler des non-linéarités du système climatique, mais sur ces questions-là, j'ai une opinion de citoyen, mais j'ai en aucun cas une opinion d'expert. Par contre, je pense que c'est des questions importantes qu'il faut pouvoir discuter tranquillement et sereinement, et surtout avec du temps, c'est-à-dire 3 heures devant nous, on pourrait discuter de ces questions-là, de migration, de savoir quelle est l'empreinte, voilà, comment on fait avec la démographie, comment on l'affronte, comment on réussit à... Mais voilà, c'est pas vraiment mon domaine, quoi. J'aime pas trop m'aventurer sur des trucs que je connais pas bien. Super, merci. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, pour répondre à Gilles, c'est une bonne idée, la démographie, quoique un petit peu... Dangereux, peut-être. D'une part, oui, c'est bon. Et puis d'autre part, c'est un petit peu, je dirais, pas directement lié enfin, c'est une question qui est posée, mais elle n'est pas directement liée au changement climatique. Par contre, on aura une séance sur la question des inégalités économiques et changement climatique, donc émission des riches, émission des pauvres. On aura une séance en janvier sur ce sujet. Hélène, est-ce que tu veux que je réponde à la question du statut? Ah bah, très bien, oui, vas-y François, et tu peux mettre ta caméra si tu veux. Enfin, ah pardon, ma caméra n'était pas allumée? Je ne la vois pas. Aglaé, peut-être qu'il... Je ne sais pas si... Elle est allumée. Ah bon? Bon, alors... Ah ouais, d'accord, c'est moi qui ai mal... ok, autant pour moi, d'accord. Oui, vas-y. Merci beaucoup pour Gilles pour l'exposé, et pardon d'être arrivé un petit peu en retard, mais enfin j'ai quand même réussi à attraper la fin, et puis je sais un peu quand même, on se connaît un peu quand même. Sur la question du statut, effectivement c'est une question qui revient régulièrement dans les débats comme un serpent de mer, et qui est souvent envisagée comme étant une sorte de solution à la question des migrations liées au climat. Il y a 3 gros problèmes en réalité avec le statut. Et trois grandes raisons qui me font penser que ce n'est pas forcément une bonne idée. Pardon. Si, on l'entend. Si, on l'entend. Si, continue François, on entend François. Hein. Oui, je pense. Oui. En tout cas, moi, je m'entends. Oui. Donc, 3 raisons qui me font penser que ce n'est pas forcément une bonne idée. La première raison, c'est l'état des débats internationaux aujourd'hui sur l'asile et l'immigration. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, à l'évidence, il n'y a aucune volonté politique de créer dans le droit international une nouvelle protection pour des gens qui seraient forcés de quitter leur domicile, de quitter leur pays. Qu'il suffise de voir la manière dont on traite les migrants en Méditerranée ou dans l'Atlantique, qu'il suffise de voir l'évacuation des camps d'exilés à Saint-Denis ou sur la place de la République. Il n'y a aujourd'hui, ni en France, ni à l'étranger, la moindre volonté de créer une protection nouvelle pour des gens qui sont déplacés de chez eux. Au contraire, la volonté politique aujourd'hui, elle est plutôt de réduire au maximum le droit d'asile et les protections. Le nouveau pacte européen pour l'asile et l'immigration entaille, je dirais, considérablement les possibilités de droit d'asile. Et donc, d'une part, il n'y a pas de possibilité politique aujourd'hui de créer un droit nouveau ou une protection nouvelle dans le droit international. Et d'autre part, s'il s'agissait de revoir certains instruments existants, comme par exemple la Convention de Genève, on peut craindre malheureusement qu'au vu du climat politique actuel, une révision de la Convention de Genève n'ait pas du tout vers une extension des protections et des droits des exilés, mais au contraire vers un rétrécissement de ces protections. On peut même craindre que la Convention de Genève soit jetée complètement à la poubelle. Et donc, clairement, le climat politique du moment ne se prête pas du tout et donc
ne se prête pas du tout à une extension des protections, et donc on peut craindre effectivement que ce soit un coup dans l'eau et un fantasme. C'est la première raison. La deuxième raison, c'est qu'un statut dans le droit international ne serait pas forcément adapté. L'essentiel des personnes déplacées en raison des dégradations de leur environnement et des impacts du changement climatique se déplacent à l'intérieur de leurs propres frontières, ce qui veut dire qu'un statut dans le droit international serait par nature inopérant pour ceux qui se déplacent à l'intérieur de leurs frontières. Et puis, le principe de l'asile en droit international est celui d'une substitution de souveraineté. C'est-à-dire lorsque l'État d'origine n'est plus capable d'assurer la protection de ses ressortissants, à ce moment-là, un autre État, le pays d'asile, s'y substitue et assure cette protection. Or, dans le cas des personnes déplacées par le changement climatique, le problème n'est pas tant que l'État d'origine n'est plus capable d'assurer une protection ou ne le souhaite plus. Au contraire, l'État d'origine va souvent essayer de déployer des moyens de secours et d'assistance. Et donc, ça veut dire que le statut dans le droit international ne se prêterait pas forcément aux réalités des personnes déplacées par les impacts du changement climatique. Et puis la troisième raison, elle est politique et elle tient simplement au fait que très souvent les pays en développement, en réalité, ne sont pas particulièrement demandeurs. Et ils ne sont pas demandeurs pour trois raisons, donc c'est trois nouvelles raisons qui s'ouvrent dans la troisième raison. Ils ne sont pas demandeurs parce que, un, ils savent très bien que les réfugiés protégés par la Convention de Genève, donc les réfugiés politiques, sont accueillis à 85% dans des pays en développement. Et donc ils se disent que si on crée un statut dans le droit international de réfugiés climatiques, entre guillemets, ça sera à eux, pays en développement, quelque part, de mettre en œuvre ce statut, que les réfugiés ne vont pas aller en Europe ou aux États-Unis ou au Japon, mais qui vont au contraire rester dans des pays en développement. Et donc beaucoup de pays en développement voient un possible statut de réfugié climatique dans le droit international comme une sorte d'obligation supplémentaire que voudraient leur imposer les pays industrialisés et qui serait une manière pour les pays industrialisés de se laver les mains du problème et de considérer que le problème est résolu parce qu'on a créé une nouvelle disposition de droit international dont la mise en œuvre incomberait en réalité avant tout aux pays en développement. Donc ça, c'est la première sous-raison. La deuxième raison pour laquelle beaucoup de pays en développement n'en veulent pas, c'est parce qu'ils ne veulent pas être assimilés à des pays producteurs de réfugiés. Pour eux, les pays producteurs de réfugiés, ce sont des États faillis, ce sont des régimes corrompus et violents et dictatoriaux. C'est l'Afghanistan, c'est la Libye, c'est la Syrie, c'est l'Irak. Et donc, beaucoup des pays qui vont ressentir en premier les impacts du changement climatique ne souhaitent pas du tout être assimilés à des pays producteurs de réfugiés qu'ils assimilent à des États faillis. Et puis enfin, la troisième sous-raison, c'est que pour les pays qui sont en première ligne par rapport à ces impacts, et je pense en particulier aux petits États insulaires, pour ces petits États insulaires, quelque part négocier ou accepter un statut de réfugié climatique dans le droit international, cela revient à baisser les bras par rapport à la hausse du niveau des mers et par rapport aux solutions d'adaptation. Et pour eux, ils insistent sur le fait qu'il n'est pas question de quitter leur île et qu'au contraire, il faut déployer des moyens d'adaptation qui permettent de s'adapter au changement climatique, mais que quelque part négocier un statut de réfugié climatique, cela reviendrait à baisser les bras, cela reviendrait à agiter le drapeau blanc de la capitulation face au changement climatique en rase campagne. Et donc, pour ces raisons, c'est quelque part une impasse politique. Donc, trois raisons qui font que le statut de réfugié climatique dans le droit international aujourd'hui est compliqué à envisager comme solution. Un climat politique inexistant pour élargir les protections. 2, un statut qui ne serait pas forcément adapté aux réalités de ces migrations. 3, le fait que les pays en développement, pour une grande partie, n'en veulent pas, pour les trois raisons que j'ai citées il y a quelques instants. Merci. Merci François. Aglaé, je crois qu'il y a d'autres. Ouais, il y a une question de Guilhem Corot. Oui, bonjour et merci pour cette présentation et la question. Et en fait, la réponse me fait penser, du coup, je pense que c'est un peu une question pour les deux intervenants, mais parce que, enfin, je pense que vous avez souligné, enfin, effectivement, j'ai pas non plus l'impression, alors moi, c'est pas du tout mon domaine d'expertise, je suis doctorant en philosophie des sciences, mais que le climat politique des pays riches, enfin, en particulier, n'est pas du tout à l'ouverture des frontières et je pense pas que ça va aller
en s'arrangeant. Et c'est vrai que souvent, on parle de migration future quand on parle de l'impact des changements climatiques de plus en plus brutaux qui vont avoir lieu. Et bon, il me semble que si on parle de migration, c'est parce qu'on considère que la situation va devenir simplement invivable là où les gens vivent actuellement. Et en plus, là où les gens vivent actuellement, effectivement, il va y avoir de plus en plus d'ici à ce que ça va arriver. Donc, en gros, le scénario qui se dessine, si je suis bien, c'est plutôt des scénarios de beaucoup de morts et de guerre civile, en fait, d'instabilité. Parce que, y compris même, il me semble que les situations actuelles de migration à l'intérieur des frontières, bon, déjà, en général, c'est facteur de beaucoup d'instabilité, mais ne serait-ce que par les phénomènes de remplissage de la baignoire, comme la métaphore a été utilisée, toutes les infrastructures côtières, c'est-à-dire les plus grandes villes, etc., vont être sérieusement mises à mal, voire disparaître. Enfin, ça a des conséquences politiques et économiques énormes, ce genre de phénomène. Donc, enfin, ce que ça veut dire les frontières nationales dans ce genre de scénario, bon, c'est une question très, très large, mais c'est pour avoir une idée de quelles conséquences on parle concrètement. Effectivement, les tendances politiques que vous avez soulignées se confirment, quoi. Juste, je vais répondre, et puis je crois aussi que je vais laisser François répondre pour une partie, parce que il n'y a pas vraiment qu'une seule réponse. Vous disiez, de toute façon, les États, c'est pas important. Je ne sais pas si François montrera cette diapo, mais on a déjà fait un séminaire ensemble il y a 3 à 4 ans, et il montrait comment, bon, d'abord, pour un même impact, c'est-à-dire par exemple la remontée du niveau marin de, disons, 50 cm à l'échelle du siècle, eh bien, les Néerlandais, ils savent faire. Ils ont les moyens, et ils peuvent, jusqu'à un certain point, résister à ça. Pour le même impact, c'est-à-dire le même remontée du niveau marin, au Bangladesh, ils ne sauront pas faire. Si on ne les aide pas, ils ne sauront pas faire. Et du coup, ils vont devoir partir. Et François avait une diapo qui était très impressionnante. Il montrait la frontière entre le Bangladesh et l'Inde. Et ben, vous voyez des énormes rouleaux de fil barbelé. Et bien sûr que les États, c'est une réalité quand même. Hein. Donc, je pense que, si tu veux, la question fondamentale, et c'est ce que disait un peu Hélène, j'imagine, quand elle parlait du fait que la première chose qui impacte, c'est les inégalités. C'est-à-dire que dans un monde extrêmement inégal, et même dans une société extrêmement inégale, évidemment, l'inégalité, elle freine le changement, elle freine la capacité à changer le climat. Parce que quand il y a une grosse partie de la population dont l'horizon est la journée, voire, c'est particulièrement vrai dans la période qu'on vit, dans la journée, voire le mois au maximum, toutes ces questions dont on est en train de parler leur passent largement au-dessus de la tête. Donc l'inégalité est un frein énorme à la mise en place et à la planification de politiques d'adaptation. Ça, c'est sûr. Et donc, si tu veux, moi, je pense que, et c'est souvent le cas dans les conventions et même dans les COP, le changement climatique et la possibilité de mettre en œuvre des politiques globales de changement climatique, elle est liée à cette modification de l'inégalité. Ça, c'est très important à comprendre, je crois. Et pour le reste, je pense que François peut répondre mieux que moi sur les aspects sciences humaines et sociales. Oui, alors c'est évidemment une très vaste question que la question des frontières. Je dirais ce qui est perturbant aujourd'hui avec la manière dont on aborde les frontières, c'est qu'on reste coincé à l'Anthropocène dans une conception des frontières que j'appellerais holocénique. C'est-à-dire que notre conception des frontières, elle date en réalité du XVIIe siècle et plus précisément de 1648, c'est-à-dire du moment où les États européens signent le traité de paix de Westphalie pour mettre un terme à la guerre de 30 ans en Europe. Et pour mettre un terme à la guerre de 30 ans en Europe, ils vont imaginer un nouveau principe qui depuis va régir l'ordre international, c'est-à-dire le principe de souveraineté nationale. L'idée que chaque État est souverain sur son territoire et sa population. Et ce principe de souveraineté nationale, il repose sur une triple coïncidence, sur une triple juxtaposition des frontières, c'est-à-dire qu'aux frontières géographiques du territoire vont se superposer parfaitement des frontières démographiques de la population, auxquelles vont se superposer parfaitement des frontières politiques, du pouvoir et de la souveraineté. Et donc, on a une sorte d'empilement de 3 types de frontières différentes, mais qui vont parfaitement s'emboîter et qui vont parfaitement coïncider les unes avec les autres. Le problème qu'on a à l'Anthropocène, c'est que cette
triple coïncidence est chamboulée de partout, vacille sur ses bases. Que d'abord, le changement climatique fait varier les frontières géographiques de certains pays. Lorsqu'on sait que certains territoires, Gilles évoquait le Bangladesh, on pourrait en citer d'autres, vont être grignotés littéralement par la hausse du niveau des mers, on se rend compte que la frontière géographique telle qu'elle était conçue ne tient plus dans son acception holocénique. Que les migrations vont également faire voler en éclats la coïncidence du territoire avec la population, puisque les migrations vont impliquer qu'un même territoire accueille différentes populations et qu'une même population soit déplacée sur différents territoires. Et puis, les frontières de la souveraineté vont évidemment voler en éclats avec notamment la mondialisation. On se rend bien compte qu'aujourd'hui, le gouvernement n'a plus la maîtrise sur tout ce qui se passe sur le territoire ou sur l'ensemble de la population française et quelque part, pour le pire et le meilleur, ce qui se passe sur le territoire hexagonal est influencé par d'autres forces que les seules forces du gouvernement. Et on pourrait même se dire, quel est encore le sens aujourd'hui de la souveraineté nationale quand certains pays vont perdre jusqu'à 10 ou 20% de leur territoire en raison de phénomènes qu'ils ne contrôlent pas, en raison d'émissions de gaz à effet de serre qui sont produites à l'autre bout de la planète et sur lesquelles ils n'ont au fond qu'une capacité d'action que très très limitée. Et donc aujourd'hui, on a une certaine forme d'insécurité par rapport aux frontières parce que le schéma auquel nous étions habitués, le schéma qui régit l'ordre mondial et les relations internationales, vacille de toutes parts, est attaqué de toutes parts. Et souvent la réponse, quelque part, que nous allons y donner, ça va être non pas de redéfinir la souveraineté nationale dans l'Anthropocène, mais ça va être d'essayer de consolider cette conception holocénique que nous en avons. Raison pour laquelle on va ériger des obstacles aux frontières, on va essayer de les matérialiser avec des murs ou des fils de fer barbelés pour essayer à tout prix de contraindre les populations dans un espace donné. Mais en réalité, ça ne va pas marcher et on sait parfaitement que les murs et les barbelés ne vont pas arrêter les gens de franchir les frontières, mais vont davantage être des signaux qui sont envoyés quelque part à ceux qui sont à l'intérieur de ces frontières. Et donc, il y a une sorte d'obsession d'insularité aujourd'hui, parce qu'au fond, le seul moyen, dans un monde, je dirais, un peu globalisé, de contrôler ces frontières, c'est d'être une île. Et le problème, évidemment, pour les pays continentaux, ça va être de comment devenir une île. Et pour beaucoup, le moyen pour eux de devenir une île, ça va être d'installer des murs et des barbelés à leurs frontières pour quelque part s'insulariser. Mais le problème, bien entendu, c'est que même les îles, et c'est ça le paradoxe ultime du changement climatique, même les îles ne vont pas parvenir à contrôler leurs frontières parce que les côtes vont être grignotées par la hausse du niveau des mers. Ça implique absolument la nécessité de redéfinir ce que peut être une frontière et ce que peut être la souveraineté nationale à l'Anthropocène. Si nous ne le faisons pas, nous continuerons à aller vers d'autres drames aux frontières.